On va commencer avec vous, Cyril Roth, parce que vous êtes vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Vous connaissez particulièrement bien la procédure de saisie des rémunérations. Qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de la procédure actuelle ? Alors, quand j'étais petit, je faisais des saisies des rémunérations comme juge d'instance. Et à chaque fois que j'avais un dossier et une contestation, je me demandais comment il fallait faire pour exercer les pouvoirs du GEX. Je veux dire que ça m'intéressait beaucoup, mais je n'étais pas complètement à l'aise dans cet exercice. L'expérience dont je voudrais vous faire part est celle qui est propre au tribunal de Paris, où, première juridiction en France, je crois, et il me semble qu'il n'en reste toujours que 3, après le 1er janvier 2020, nous avons transféré au GEX, le vrai, celui du tribunal judiciaire nouveau, le contentieux des saisies des rémunérations, et je voudrais vous faire part de ce que j'ai découvert à cette occasion. Qu'est-ce qui nous a été transféré ? Quel était l'objet de la loi sur ce point-là du 23 mars 2019 ? C'était de mettre fin à la compétence du juge d'instance statuant avec les pouvoirs du GEX en matière de saisie des rémunérations pour transférer ce contentieux au GEX. Bien. C'est-à-dire au président du tribunal judiciaire, puisque le GEX, c'est, comme le juge des référés, le président du tribunal judiciaire. Première difficulté, j'allais dire systémique et institutionnelle, ce transfert n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que dans 98% des juridictions de France, peut-être un peu plus, pour différentes raisons d'organisation humaine, informatique, immobilière, peut-être aussi pour sauvegarder une partie des anciens tribunaux d'instance, la réalité est que, entre le premier, ce contentieux est resté entre les mains des juges d'instance devenus juges des contentieux de la protection, de sorte qu'il s'est passé un phénomène démographique très surprenant. Entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, le nombre des GEX en France a soudainement été multiplié par 5 ou 6, puisque les présidents des tribunaux judiciaires nouveaux ont désigné en qualité de GEX les anciens juges d'instance pour que la réforme soit mise en place sans que rien ne change. Ça, c'est quand même la première anomalie des quatre dernières années, et les choses ont assez peu évolué. Au tribunal de Paris, il se trouve qu'on avait déjà rassemblé sur un même site les 20 tribunaux d'instance d'arrondissement, qui étaient devenus en 2018 le tribunal d'instance unique de Paris. Et donc il était assez facile d'opérer ce transfert réel depuis le juge d'instance vers le GEX, dans la mesure où on avait déjà les services sous la main dans le même bâtiment. C'est ce qui a été fait, en réalité plutôt début 2021 que début 2020, pour des raisons liées à la crise sanitaire. Et on s'est retrouvé comme ça, enfin je me suis retrouvé à la tête comme ça, du service des saisies des rémunérations, qui est je crois le plus important de France, puisqu'il est issu de l'ensemble des services des saisies des rémunérations des 20 ex-tribunaux d'instance d'arrondissement parisiens. Nous avons actuellement plus de 9000 dossiers en cours, ou du moins qui peuvent être considérés comme juridiquement en cours. Alors, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la gestion de ce contentieux, et je voudrais juste vous faire part d'une réalité juridique et vous donner 2 chiffres. Première réalité juridique, c'est que le contrôle opéré parfois minutieusement, de façon inégale suivant les juridictions, mais parfois minutieusement, de vos actes par le juge de la saisie des rémunérations, ce contrôle ne sert à rien. Vous êtes les premiers à le savoir, nos décisions n'ont en cette matière aucune autorité de chose jugée, et nous ne sommes pas complètement
Et par conséquent, il est parfaitement légal, pour ne pas dire légitime, que les huissiers, au travers d'autres mesures d'exécution forcée que la saisie des rémunérations, imputent au débiteur des frais que le juge d'instance ou l'ex-juge d'instance, en tout cas le juge de la saisie des rémunérations, a pris beaucoup de temps à recalculer ou éventuellement à éliminer en raison de leur inopportunité. Donc ça, c'est la première chose. Juridiquement, ce juge ne sert pas à grand-chose, bon, si ce n'est à fixer l'assiette d'une saisie. Deuxièmement, il faut pouvoir comparer cette mesure d'exécution forcée en matière mobilière aux autres mesures d'exécution forcée en matière mobilière. Et ça, seule l'expérience du GEX, le vrai GEX, le permet. Cette expérience dont sont privés, comme j'en étais privé moi quand j'étais juge d'instance, les juges des contentieux de la protection qui actuellement continuent à gérer l'essentiel de ce contentieux. Deuxième constat, à nos audiences de conciliation, c'est-à-dire au moment où la saisie se met en place, 75% des débiteurs ne comparaissent pas. Bon. Ce qui signifie que 75% des débiteurs se désintéressent de la manière dont on va saisir ou pas leur rémunération. Et on comprend mieux ce chiffre effarant, alors même que la représentation n'est pas obligatoire. La procédure est très facile, il leur suffit de se présenter soi-même en personne. Et d'ailleurs, ils sont mal inspirés de ne pas se présenter, puisque quand ils se présentent, il y a une conciliation dans la moitié des cas. Mais 75% ne se présentent pas. Et pour cause, lorsque la saisie est en place, c'est un chiffre que j'ai pu arriver à établir en raison du volume qu'on a et puis grâce aussi à notre régisseur. À un instant T, nous avons 80% de saisies qui sont improductives. À un instant T, 80% de saisies improductives. Autrement dit, ce que nous faisons sert à une utilité juridique extrêmement limitée. Il n'est pas rationnel, la réforme de 2019 est parfaitement rationnelle en ce qu'elle transfère à un juge spécialisé un contentieux qui doit être exercé par un juge spécialisé. Je parlais du GEX, puisque pour nous, les contestations qui s'élèvent en matière de saisie des rémunérations sont les mêmes que les contestations les plus ordinaires en matière de saisie mobilière autre. Bon. Deuxièmement, nos justiciables n'ont cure de ce que nous faisons. Troisièmement, pour ce qui est de faire du recouvrement, on est particulièrement mauvais. Et quatrièmement, et c'est là peut-être par quoi je voudrais finir, la question est posée, et le législateur de 2023 vient d'y répondre, de la légitimité de cet exercice du juge. Je vais vous faire une confidence, je ne me suis pas engagé pour faire du recouvrement de créances privées. Et en tant que contribuable, c'est un autre métier, c'est le vôtre. Et en tant que contribuable, j'ai du mal à supporter que l'État dépense de l'argent en vue du recouvrement de créances privées. C'est une mission profondément illégitime. Voilà pourquoi je suis ravi de la réforme et pourquoi j'y ai contribué autant que je pouvais. Merci, Cyril Roth. Thierry Bassicki, quelles sont les difficultés des greffes pour traiter cette question ? Oui,
Donc bonjour, je suis représentant syndical et pour vous répondre précisément, j'ai contacté sur ce contentieux une vingtaine de collègues des tribunaux de proximité pour vous rendre compte de la situation. Nous sommes des petites mains, les greffiers, hein, en général. Nous, je vais vous parler de pratico-pratique. Les délais d'audiencement sont liés comme souvent à l'effectif du service. Des recrutements massifs ont déjà commencé et vont se poursuivre, mais à ce jour, les tribunaux de proximité manquent d'effectifs pour gérer ce type de contentieux. Sur le papier, certes, un ou plusieurs greffiers sont bien affectés à ce service, mais la réalité du terrain n'est pas aussi parfaite. Dans les petites juridictions que j'ai interrogées, lorsque le greffier affecté à ce service est absent, personne ne le remplace. On récupère juste un ou une autre collègue déjà débordé sur un autre service pour assurer les urgences. Pour mieux comprendre les délais, il faut connaître le traitement d'un dossier. Déjà, tous sont d'accord, un dossier, c'est en moyenne 1 heure, 1 heure et demie de travail. Les greffes gèrent des centaines, voire des milliers de dossiers de ce type de contentieux. Les délais d'audiencement, c'est entre 2 et 1 an. Le greffe reçoit un dossier de saisie. Alors comment ça se passe concrètement? Le greffe reçoit un dossier de saisie rémunération. Première chose, il est tamponné à la date du jour et enregistré sur SATI. On parlera de SATI après. Le dossier est transmis au juge pour vérification et audiencé. Puis on convoque les parties, le créancier en lettres simples et le débiteur en lettres recommandées. Lorsqu'il y a des retours des lettres recommandées, environ 40%, il faut savoir, donc les lettres recommandées, il faut les établir, etc. On invite le créancier à procéder à une citation à l'audience. Il y a 40 dossiers par audience environ, et entre 10 et 15% des dossiers sont renvoyés. Donc, encore une lettre recommandée. Lorsqu'il y a une saisie, le greffe notifie la saisie au débiteur, à l'employeur et au créancier. Donc, encore une lettre recommandée qui est transmise à l'employeur, avec une fiche de situation, montant du salaire et nombre de personnes à charge. Lorsqu'il y a conciliation, le greffe notifie aux parties un dossier de conciliation. La répartition, toujours la même difficulté effective, avec un nouvel acteur, le régisseur. La régie intervient lorsque la saisie est ordonnée, mais que d'autres créanciers se font connaître et se greffent dans le dossier. Il y a une nouvelle requête non audiencée qui est soumise au juge, et le juge ordonne une intervention en donnant le montant accordé à chaque créancier. Le régisseur reçoit l'argent et gère les répartitions qui se font un minimum légal 2 fois par an, mais que le greffe organise tous les 2 ou 3 mois, donc c'est la répartition, la fameuse répartition. La régie est prévenue, il faut une entente entre le régisseur, il faut qu'il soit disponible, parce que le régisseur n'a pas que ça comme mission. La répartition aussi du travail de greffe. Des fois, certains débiteurs ont 5 ou 6 créanciers. Ces dossiers représentent environ 15% des dossiers dont on parlait tout à l'heure. Après les problèmes humains, les problèmes matériels. Les imprimantes partagées mises en place dans les greffes ne sont pas adaptées au travail des saisies et rémunérations. Il faut savoir que pour économiser, les greffiers n'ont pas nécessairement dans leur bureau une imprimante, mais souvent ce sont des imprimantes partagées, ce qui oblige le fonctionnaire à chaque fois de se lever pour chercher son courrier, sa lettre recommandée. C'est du temps de perdu, parce que des fois, quand il le fait 100 fois, 150 fois dans la journée, c'est 100 ou 150 fois 1 minute de perdu. SATI, depuis le dernier Windows, la plupart des greffiers indiquent que c'est une catastrophe. On a installé donc encore un logiciel sans vraiment s'intéresser à la compatibilité. Et apparemment, la dernière mise à jour Windows, c'est une catastrophe pour les greffiers quand ils utilisent SATI. Bon, mon temps d'intervention étant assez court, je m'arrête là et je vous remercie de votre écoute. Merci Thierry Bassiki de nous avoir exposé les difficultés pour les greffes. Nathalie Frissero, est-ce que la réforme représente vraiment une déjudiciarisation? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Allez-y. Là ? Oui. Ah oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, je ferai peut-être 2 séries de remarques. D'abord, déjudiciariser, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie régler un conflit d'intérêts totalement en dehors du palais de justice, sans aucun recours au juge. Alors, en ce sens, bien sûr que la réforme n'est pas une déjudiciarisation totale. Pourquoi? Parce que pour mettre en cohérence la saisie des rémunérations avec les autres saisies mobilières notamment, il est prévu qu'au lieu d'entrer dans la saisie rémunération par le biais du juge de l'exécution, dont on vient de voir grâce à la présentation qui a été faite par le président Roth que la légitimité de l'intervention du juge était plus ou moins remise en question. Donc au lieu d'entrer dans la saisie rémunération par le biais du service public de la justice, eh bien, on va y entrer par les diligences du commissaire de justice, ce qui est le cas d'ailleurs dans les autres saisies. Donc il n'y a pas de raison
conditions, évidemment, que cette situation de la saisie des rémunérations soit différente. Donc, on va rentrer par ce biais, mais vous avez vu la réforme et vous avez pu, dans la technique de cette saisie des rémunérations, constater que, bien sûr, le commissaire de justice va d'abord délivrer un commandement d'avoir à sommant le débiteur de régler sa dette et l'invitant à participer à l'établissement d'un accord amiable. Donc on voit déjà que la tentative de conciliation, qui visiblement n'a pas une efficacité redoutable, est remplacée par cette proposition d'accord que le commissaire de justice fera au débiteur. Donc on a l'équivalent et on a quand même cette idée d'amiable, je dirais, pour utiliser un vocabulaire à la mode, hein, cette idée d'amiable dans la saisie des rémunérations, bien entendu, qui est l'équivalent de cette procédure de conciliation. Mais on le voit, dès la délivrance de ce commandement, le débiteur dispose déjà d'un délai d'1 mois pour saisir le juge de l'exécution pour contester. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une déjudiciarisation totale, bien au contraire. Le juge de l'exécution est recentré sur son cœur, le cœur de son office, c'est-à-dire trancher les contestations. Mais quand il n'y a pas de contestation, on n'a nul intérêt à saisir, bien sûr, un juge de l'exécution. Et si on poursuit la procédure, mais je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas détailler la procédure, vous la connaissez déjà parfaitement, hein, il faut vous projeter dans l'avenir, eh bien, lorsque on va, par exemple, délivrer au tiers saisi le commandement et qui doit faire sa déclaration dans un délai déterminé, s'il n'opère pas cette déclaration, on peut encore saisir le juge de l'exécution pour sanctionner le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration. Le tiers saisi doit ensuite, dans la poursuite de la procédure, bien sûr, verser les fonds qui seront répartis par le commissaire répartiteur. Là encore, s'il ne verse pas les fonds, qui va sanctionner le tiers saisi? Eh bien, encore le juge de l'exécution. Vous voyez bien que la procédure, elle a consisté à mettre de la cohérence avec les autres saisies, et il était temps, parce qu'il y avait quand même un paradoxe fondamental. Les 99% des salariés reçoivent leur rémunération par virement sur un compte en banque. De ce fait, quand on vient saisir la rémunération et qu'elle est versée sur un compte en banque, on fait une saisie-attribution et on ne va pas demander au GEC, bien sûr, je suis désolé, Monsieur le Président, mais on ne va pas demander au GEC l'autorisation de faire une saisie-attribution. Donc, quand la rémunération est versée sur un compte et qu'on la saisit postérieurement, c'était une saisie, j'allais dire, de droit commun, et au contraire, dans l'autre cas, c'était une saisie un peu plus compliquée. Donc, le juge de l'exécution retrouve le cœur de son office, c'est-à-dire trancher les contestations. Et d'ailleurs, à cet égard, on note que le Conseil constitutionnel a validé la réforme en constatant qu'il y avait bien un recours au juge et que les droits du débiteur n'étaient pas du tout méconnus, ou bien au contraire, que ces droits fondamentaux étant reconnus, eh bien, la réforme devait être, bien sûr, validée. Alors j'ajoute évidemment qu'à mon avis, elle était nécessaire. D'abord pour répondre à cet objectif à valeur constitutionnelle qui est la bonne administration de la justice. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a indiqué le président Roth. Il est évident qu'on n'instrumentalise pas le service public de la justice pour l'exécution des titres exécutoires uniquement dans ce contentieux-là de la saisie des rémunérations, bien sûr. Ensuite, je considère que cette réforme, en quelque sorte, elle se situe dans la revalorisation du droit à l'exécution. Je suis assez, à titre personnel, préoccupée par le fait que le comité des États généraux, qui a réfléchi sur la justice, il n'y a pas un mot dans les rapports sur l'exécution des titres exécutoires. Mais qu'attend donc le justiciable? Quand il attend un jugement, il attend son effectivité concrète. Donc, il est grand temps qu'on se préoccupe de l'effectivité du droit à l'exécution, qui, je le rappelle, est un droit à valeur constitutionnelle, fondé sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le Conseil constitutionnel. Alors, voilà un début de préoccupation par les pouvoirs publics du droit à l'exécution, et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Merci Nathalie Fressero pour votre intervention. Béatrice Duquesroy, vous avez suivi ce dossier pour la Chambre nationale. Dans quelles conditions se fera le transfert de la matière des greffes vers les études et quel sera le calendrier ?
Alors, la Chambre nationale, évidemment, va jouer un rôle crucial pour accompagner au mieux cette réforme. Nous sommes donc face à un changement majeur puisque nous avons l'introduction d'un commissaire de justice répartiteur. C'est un tout nouvel acteur pour une nouvelle activité pour notre profession. Donc, la loi prévoit la création d'un registre national sous la responsabilité de la Chambre nationale. Ce registre va désigner de manière aléatoire les commissaires de justice répartiteurs basés sur la localisation et bien sûr sur une formation obligatoire pour les commissaires de justice répartiteurs. Il est essentiel que le décret du Conseil d'État à venir, pris après avis de la CNIL, définisse avec précision les données qui seront traitées dans ce registre, notamment le type de données, la confidentialité, les conditions d'accès et bien sûr le niveau de sécurité informatique attendu. Les commissaires de justice ne seront pas les seuls à avoir accès à ce registre. Des acteurs comme les huissiers du Trésor public, les CAF, la Banque de France, l'ARIPA et même les tribunaux qui doivent signaler les cessions sur salaire y auront nécessairement un accès. La mise en œuvre de cette nouvelle procédure est prévue au plus tard le 1er juillet 2025. Elle s'appliquera à toutes les procédures de saisie des rémunérations autorisées. Pour les dossiers avec un commissaire de justice saisissant, ils leur seront transmis directement. Pour les dossiers sans commissaire de justice saisissant, la chambre régionale du lieu de résidence du débiteur s'en chargera. L'un des gros défis de cette réforme, c'est l'organisation matérielle de ce transfert, d'autant plus que certaines procédures en cours sont assez anciennes, comme nous l'a indiqué Monsieur le Président Roth. La chancellerie et la Chambre nationale collaborent étroitement pour la rédaction des décrets d'application. Donc, nous espérons voir la publication du décret sur la procédure et celui sur le registre d'ici la fin du premier semestre 2024. Le décret tarifaire suivra au début du dernier trimestre 2024. Cela donnera à chacun d'entre nous, les commissaires de justice, suffisamment de temps pour suivre la formation obligatoire. Merci à vous et j'espère que vous saurez tous saisir cette opportunité et vous engager dans cette mission.